Donc, on va aborder cette fois-ci la petite enfance ou l'enfance, mais essentiellement la petite enfance quand même. Donc, on va faire la liste des blessures de la petite enfance qui impactent nos enfants et qui peuvent les impacter dans le futur, surtout. Comme ce que vous avez vécu, vous, dans votre enfance, vous impacte encore aujourd'hui, même sans vous en rendre compte. Donc, on va déjà identifier sur quelle base s'appuient toutes les connaissances que je vais vous livrer aujourd'hui. On fera la liste, donc, effectivement, des blessures. Et pour chacune d'elles, on verra ce qui remonte de la petite enfance ou ce qui remonte plus loin et trouver les mots libérateurs. Donc, sur quelle base s'appuient ces connaissances? Donc, je vous fais juste un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a vu vraiment l'axe transgénérationnel. Aujourd'hui, c'est vraiment l'axe personnel qu'on va voir, c'est-à-dire ce que nous avons vécu, nous, depuis notre conception ou nos enfants depuis leur conception. Tout ce que je vais vous dire, ça vient essentiellement des travaux du docteur Claude Imbert, qui a fait énormément de travail sur les mémoires prénatales et de la naissance. À son époque, alors elle, ses travaux, c'était dans les années 90. Donc, avant elle, on savait déjà que ce qu'on vit en tant qu'adulte a comme origine ce que nous avons vécu dans notre enfance, essentiellement. Hein. Mais elle a découvert que déjà, la façon dont nous vivons les événements de notre enfance, eh bien, il y a 80% de nos réactions qui sont déjà une répétition de ce qu'on a vécu à la naissance et avant notre naissance. 80%, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, on va voir surtout les 20% qui restent. Et puis, pour ce qui est de la naissance et des mémoires prénatales, ça sera les 2 prochains modules. Donc, on va essentiellement voir ce qui est du niveau conscient aujourd'hui. Petit rappel sur ce qui est une croyance, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Une croyance, c'est par exemple « je suis nul ». Je vous rappelle que je peux tout à fait avoir la croyance « je suis nul » qui s'exprime de temps en temps, et dans d'autres moments, avoir la croyance « je suis quelqu'un de bien ». Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais quand c'est la croyance « je suis nul » qui s'exprime, ça génère une émotion. Là, par exemple, la peur. Et cette émotion va induire un comportement. Il y a souvent des comportements assez spécifiques à certaines émotions. Par exemple, avec la peur, je peux somatiser, donc avoir une boule au ventre, ou avoir envie de donner une bonne image de moi, etc. Et après le comportement, c'est un petit bilan où on se confirme notre croyance. Et je vous avais expliqué aussi qu'une croyance se renforce au fur et à mesure de nos expériences. Mais fort heureusement, on a des croyances aussi positives. Donc, en rouge, on a les limitantes. En vert, on a les croyances aidantes qui, elles aussi, se renforcent. Et donc, évidemment, dans nos comportements à nous, on va influencer nos enfants. On va créer chez eux des croyances limitantes et des croyances aidantes. C'est ainsi, c'est difficile de faire autrement. Donc, je vous avais expliqué aussi que donc, je vous ai montré sur le schéma précédent que les croyances se renforcent de plus en plus fort. Donc là, on voit sur la ligne du temps comment elles bouclent de plus en plus fort, en commençant par exemple par l'embryon, et ça se répète à la naissance, et encore bébé, et encore petite fille, jusqu'à l'adulte qui est enfermée dans cette croyance qu'elle prend pour une certitude qu'elle ne va jamais remettre en question. C'est ça une croyance. C'est quelque chose qui est juste évident, et on s'étonne que les autres pensent différemment d'ailleurs. Tellement c'est évident. Et en sophroanalyse conscience CA, parce que moi, ça fait depuis 2013 que j'exerce la sophroanalyse conscience CA, on va aller voir, par exemple, l'embryon en souffrance, l'aider à changer sa croyance, donc de passer du rouge au vert, pour installer cette nouvelle croyance sur toute la ligne du temps jusqu'à l'adulte. Et comme on voit des résultats, on comprend donc, par déduction, on juge l'arbre à ses fruits, on comprend donc que ce qu'on a libéré, c'est effectivement ça la croyance qui s'est mise en place. C'est parce qu'il y a du résultat qu'on sait que c'est vrai. Donc voilà, c'est juste grâce au retour des adultes qui libèrent leurs blessures d'enfance que je vais pouvoir vous dire tout ce que je vous dis aujourd'hui. Donc, on va faire la liste maintenant des blessures de la petite enfance et pour chacune d'elles, différencier ce qui remonte de la petite enfance ou de ce qui remonte à plus loin, donc les mémoires prénatales et la naissance, et trouver les mots libérateurs pour chacune d'elles. On va faire ça blessure par blessure. Alors là, j'ai fait une liste donc des blessures. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres. Là, j'ai vraiment recensé ce qui ressort le plus souvent. S'il y en a d'autres, eh bien, je compte sur vous pour me les dire. Donc, humiliation à l'école, agression,
humiliation ou dévalorisation par les parents, abandon, isolement, indifférence, inversion des rôles parce qu'on s'inquiète pour le parent ou inversion des rôles parce qu'il y a des attentes du parent. Alors, on va commencer par les humiliations à l'école. Les humiliations, elles peuvent venir de l'enseignant ou elles peuvent venir des camarades. Donc, l'enseignant et le camarade, là, sont dans le rôle du parent. Vous savez, dans les 3 états du moi, on a le parent, l'enfant et l'adulte. Le parent, c'est celui qui donne à l'autre. Alors là, en l'occurrence, il donne un jugement de valeur à l'autre qui est donc votre enfant, qui est donc dans sa position enfant, qui reçoit le jugement. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça? Alors, ça peut avoir, là, j'ai mis 5 points, ça peut être les 5 points ou ça peut être juste quelques points parmi les 5. Donc, ça peut être de la dévalorisation avec la croyance « je suis nul, je suis inférieur ». Et le comportement que ça va induire, et souvent, c'est « je n'ose plus ». Ça peut être aussi le sentiment de honte. Et vraiment, la honte, le comportement associé, c'est « je cache » ou « je me cache ». Donc, je le cache à mes parents. Si j'ai trop honte, je ne peux même pas en parler avec à mes parents. Donc, je ne parle pas. Ou même, je me cache. Je me cache, ça peut être à l'école, comme je suis humiliée, je me fais tout petit, etc. Ça peut être aussi de l'injustice, de la colère, qui peut être soit exprimée ou soit complètement contenue. Donc, devenir une cocotte minute. Alors, c'est l'enfant très calme, mais alors à l'intérieur, ça bouillonne. Donc, et quand c'est exprimé, c'est pas forcément contre la personne qui humilie. Ça peut être la petite fille qui se fait humilier par une camarade et puis qui, du coup, va exprimer de la colère contre sa petite sœur. Elle va devenir infecte le soir contre sa petite sœur, qui évidemment n'y peut pas pour grand-chose, parce qu'elle se décharge de ce qu'elle a, de la colère qu'elle a accumulée dans la journée avec ce qu'elle a vécu. Ça peut être aussi un sentiment, évidemment, d'impuissance et culpabilité. Ça peut être aussi l'enfant qui croit que c'est lui qui est mauvais, que c'est de sa faute s'il se fait humilier par l'enseignant, par exemple, parce qu'il croit vraiment que oui, il est trop nul. Et là, on peut être donc soit dans la victime, ça c'est dévalorisation, injustice, etc., ou dans le persécuteur. Mais attention, le persécuteur, je vous rappelle qu'on avait vu le triangle de Karpman. Le persécuteur, ça peut être celui qui est foncièrement méchant, mais ça peut être aussi celui qui est dans son bon droit, donc qui est persécuteur un peu malgré lui. Et c'est celui aussi qui dit « Oh là là, je suis vraiment quelqu'un de mauvais, je fais du mal aux autres », donc qui est dans la culpabilité. Donc c'est de celui-là dont je parle. Qui est vécu comme humiliation, donc dans ce cas-là, on touche à la valeur, dévalorisation, honte, etc. Et donc, si l'enfant y croit, en fait, déjà, c'est qu'il a déjà une blessure relative à sa valeur intrinsèque. Donc, ce qu'on constate avec l'expérience, c'est qu'en fait, cette blessure-là, elle est antérieure à l'enfance. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'enfant, il reste malléable, donc on va pouvoir l'aider à installer une nouvelle croyance en tant que parent. Comment on va trouver les mots libérateurs ou les actions libératrices? Alors déjà, on peut anticiper. C'est-à-dire dans notre position de parent vis-à-vis de notre enfant. Déjà, quelle est votre réaction lorsque votre enfant fait une bêtise? Alors, quand je parle de réaction, il y a notre réaction spontanée et il y a notre réaction après coup. Alors déjà, vous pouvez me dire, quand votre enfant fait une bêtise, c'est quoi votre tendance à réagir? Si vous pouvez participer, c'est bien. Ça dépend si c'est une grosse bêtise ou si c'est une petite bêtise, je dirais. C'est vrai, si ça c'est dépend. une grosse bêtise, on peut avoir une réaction un peu forte sur le moment. Voilà, je pense que c'est très variable en fonction de ce qui a été fait, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il a couru dans la rue, il a failli se faire renverser par une voiture. C'est pas la même chose qu'il a cassé un verre d'eau. Voilà, exactement. C'est vrai. Alors, on va prendre l'exemple du verre d'eau parce que c'est assez fréquent. L'enfant qui casse un verre d'eau. Alors, parfois, moi, je vous dis ce que j'ai pu voir même dans mon entourage et même par moi-même, c'est « Oh là là, mais tu aurais pu faire attention », etc.
Ou carrément des parents qui disent « Ah, mais t'es vraiment nul, tu pouvais pas faire attention », enfin, qui vont s'énerver. Hein. Et alors, évidemment, du coup, il y a la valeur de l'enfant qui est touchée. Il y a aussi une autre réaction qui va être « Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va réparer » parce que l'enfant voit que l'enfant est déjà, le parent voit que l'enfant est déjà embêté, donc il essaye d'amoindrir la culpabilité de l'enfant. Et il y a aussi une autre réaction qui est possible, qui est bon, ben ça arrive, ben écoute, regarde, tiens, je te donne la pelle et la balayette, regarde comment on fait. Alors éventuellement on montre, et puis enfin, ça dépend de l'âge de l'enfant évidemment, mais assez tôt, hein, on peut montrer comment on fait et faire faire à l'enfant. Voilà, et puis évidemment repasser derrière parce que si jamais il reste des morceaux de verre. Et puis mettre les chaussures, etc. Donc, en fait, il y a déjà plein de façons de réagir. Ce qui est intéressant, je repense à l'école Montessori, où j'avais mis mes enfants. Moi, j'avais été surprise que même dans la toute petite enfance, à 2 ans, il y avait une classe, alors comment ils appelaient ça, je ne sais plus, pour les tout petits. J'étais surprise qu'ils mettent du matériel en verre qui se casse. Et l'enseignante m'avait expliqué que c'était fait exprès, qu'il fallait qu'ils constatent que ça se casse et que parfois, effectivement, il y avait des verres cassés pour qu'ils apprennent que c'est important de faire attention. Donc moi, j'avais été assez surprise. Voilà, donc c'était fait exprès pour qu'ils apprennent à faire attention. Donc voilà, il y a donc déjà dans nos réactions à nous, on peut déjà donner de la valeur ou pas à l'enfant. Oui. Alors, on peut aussi expliquer que l'échec, c'est une étape indispensable qui fait partie de l'apprentissage. Alors, je vous ai donné l'exemple du verre à l'école Montessori. Je voulais vous donner l'exemple aussi d'un... Alors bon, ça, c'est pas du vrai matériel Montessori, hein, c'est un truc que j'ai récupéré. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Vous voyez bien ou pas? Non, Oui. là, voilà. En fait, le matériel Montessori, l'enseignant, il fait une démonstration en silence, donc sans parler, à l'enfant. Et donc, qui commence au début, c'est-à-dire le matériel est rangé, il fait la démonstration et il re-range le matériel. Et ensuite, c'est à l'enfant de faire. Donc, il va faire par exemple ça. Il va montrer le rond. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Et puis, l'enseignant, il va faire ça. Il va essayer. Il va voir que le carré, ça ne marche pas. L'hexagone non plus. Ah, le rond, ça marche. Mais sans rien dire. Hein. Après, c'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, l'enseignant, il montre que lui aussi, il se trompe et qu'il doit tâtonner jusqu'à trouver la bonne solution. Et bien, mine de rien, ça apprend qu'on ne peut pas y arriver du premier coup. C'est hyper fort. Ah oui. Donc, en termes de valorisation, je trouve ça, pareil, exceptionnel. Moi, ça m'épate toujours ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est-à-dire de transmettre l'information que de toute façon, on ne peut pas apprendre si on ne se trompe pas. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, il n'apprendra jamais à marcher s'il ne tombe pas, en fait. Hein. Pas possible. On peut expliquer aussi que l'autre est lui-même dans sa blessure, qu'il reproduit, qu'il a besoin de rabaisser l'autre, etc. Ça, c'est possible à partir d'un certain âge. Et puis après, il faut trouver les mots. Sinon, il y a le dessin animé Vice Versa qui est quand même bien fait pour expliquer les émotions et qu'on peut expliquer que l'autre, ben, il est dans son émotion en fait quand il humilie l'autre. Voilà, ça permet de prendre du recul, de ne pas ramener à soi. On peut aussi sauver. Hein, dans notre rôle de parent, si on est dans le rôle de sauveur, c'est légitime. Donc, on peut intervenir au niveau de l'école, signaler qu'il y a un camarade qui n'est pas sympa ou aller parler à la maîtresse, si jamais c'est elle qui humilie, expliquer que qu'est-ce qui s'est... Enfin, déjà demander qu'est-ce qui s'est passé avant d'expliquer quoi que ce soit, parce que quand même, les différences de point de vue sont intéressantes. Et voilà. Et puis, il y a encore une autre solution, c'est coacher. Alors, c'est-à-dire aider l'enfant à trouver une autre façon de réagir. Par exemple, si c'est fait humilier par un camarade, on peut essayer de voir comment il aurait pu réagir autrement, l'enfant.
Alors, j'ai mis l'exemple là, du jeu Tac-à-Tac. C'est un jeu collaboratif, donc il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. En fait, c'est des cartes de vannes, pas des insultes, mais des pics comme ça qu'on lance, et il faut trouver une répartie. Et du coup, on s'enrichit un peu des idées de répartie des autres. Alors peut-être même qu'il y a des exemples dans les cartes. Et c'est très intéressant parce que ça apprend à trouver d'autres façons de réagir. Voilà. Et puis, si jamais c'est l'enseignant qui est humiliant, alors humiliant en tout cas du point de vue de l'enfant, parce que, bon, du point de vue de l'adulte, c'est peut-être différent. Mais voilà, aider l'enfant à trouver une solution. Alors, est-ce que c'est se comporter différemment? Est-ce que c'est peut-être, s'il a une difficulté dans une matière, l'accompagner dans cette difficulté? Enfin voilà, voir et aider l'enfant à trouver la solution qui lui convient à lui. Évidemment, lui, il ne peut pas penser à tout ce qui est possible, mais c'est de le faire collaborer. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut être coach dans notre rôle de parent. Donc, et nourrir le côté créateur de l'enfant. Voilà. Donc, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Ça peut être l'ensemble de ces solutions, ça peut être certaines, c'est en fonction évidemment de la situation et puis de votre tempérament. D'accord? Alors, valoriser ou pas? C'est une bonne question. Vous savez, l'enfant qui dit: «Ah maman, maman, est-ce que tu trouves bon mon dessin?» Donc évidemment, hein, on va tous répondre: «Mais oui, il est très beau ton dessin». Mais alors, est-ce que c'est une bonne chose? Alors là, j'ouvre la question, j'ai pas de réponse toute faite. Ça peut être une bonne chose, oui, parce que, ben, l'enfant, ça lui donne de la joie de voir que son dessin est sympa et tout, et ça lui donne de la valeur dans ce qu'il a fait. Et en même temps, ça peut être pris comme, oui, c'est parce que ton dessin est bien que tu as de la valeur. Voilà, donc on peut glisser comme ça dans une problématique par rapport à la valeur. Parce que l'enfant peut se dire: «Ah ouais, mais du coup, il faut que je fasse bien mon dessin, comme ça, je suis aimé par mon parent, et cetera». Vous voyez? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a aussi des parents qui vont dire: «Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que toi, tu l'aimes bien ton dessin?» Et là, l'enfant va dire «Ah oui, oui» ou «Ah oui, mais je trouve que ça, je l'ai pas bien fait». «Ah d'accord, et comment tu pourrais faire autrement?» Vous voyez? Donc voilà, dire toujours «Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien». Est-ce que c'est bonne chose ou pas? Bon, ça dépend sûrement des circonstances. Il n'y a probablement pas de réponse qui fonctionne à 100 pour tout le monde. Moi, je sais que j'avais une mère qui, je venais à l'école en disant: «Ouais maman, j'ai eu 16 sur 20». J'étais toute contente, j'attendais qu'elle valorise ma bonne note, puis rien du tout. Et puis je me rappelle une fois, j'étais arrivée avec un 8 sur 20. «Ah maman, j'ai 8 sur 20». Alors même réaction que quand j'avais eu 16, hein. Elle me disait: «Ah». Voilà. Bah, conclusion, j'ai pas eu de la valeur de la part de ma mère, mais du coup, je savais pour qui je travaillais, c'était pour moi. Donc voilà. De toute façon, dans tout comportement, il y a des avantages et des inconvénients. Et là, je suis en train de vous donner des idées, mais chacun trouve ce qui est juste pour lui, hein. Alors déjà, par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui est humiliation? Non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc s'il y a des questions qui viennent entre-temps, vous noterez, vous me poserez plus tard. Alors, maintenant, agression. Alors, agression, ça peut être de la part d'un adulte, ça peut être de la part d'un enfant, ça peut être abus sexuel, ça peut être raquette, ça peut être se prendre un coup. Donc là, celui qui agresse l'autre, il est en position de parent. Ça ne veut pas dire que c'est le parent de l'enfant, hein, on est d'accord. Hein, là, je parle bien des positions du moi. Hein. Oui. Le parent qui s'occupe d'eux dans le sens où il y a une atteinte physique sur celui qui reçoit, qui est agressé, qui est donc en position d'enfant, qui peut entraîner de la dévalorisation. Je suis nulle, je suis inférieure, je n'ose plus. Donc, c'est un petit peu la même chose, en fait. Hein. C'est exactement la même chose, d'ailleurs. J'ai honte, donc je ne vais pas en parler. Je le cache à mes parents, je me cache. Injustice, colère.
exprimée ou contenue, pareil, impuissance et culpabilité. Des fois, on se fait taper, on va croire que c'est notre faute. Alors, et effectivement, là, pour le coup, on est dans la victime. Donc, est-ce que ça remonte à la petite enfance ou est-ce que c'est antérieur? Là, on touche à la sécurité, à l'intégrité physique, donc on est bien. En plus, l'enfant, il est réellement en infériorité au niveau de la force physique. Donc, la blessure est bien dans le présent. Et s'il y a des agressions particulièrement fortes, ça rentre même dans les traumas. Alors, trouver les mots libérateurs et les actions. Alors déjà, anticiper. Parce que, bon, agression, vous avez vu, ça concerne quand même un certain nombre de choses. Entre l'agression sexuelle et se prendre un coup de poing dans la figure, c'est pas pareil. Déjà, c'est important d'anticiper. Parce qu'il y a des agressions, enfin, comment dire, en tant que parent, on ne peut pas être là tout le temps à protéger notre enfant, ce n'est juste pas possible techniquement. Donc, c'est important d'anticiper. Déjà, quel est votre rapport à l'intégrité physique à vous? Est-ce que vous êtes plutôt dans des peurs ou au contraire dans la naïveté? Les peurs, en avoir trop, c'est pas bon, mais être complètement naïf, avoir aucune peur et aucune conscience qu'effectivement tout peut arriver, c'est pas bon non plus. Vous trouvez le juste milieu. Le juste milieu, je vais appeler ça la conscience. C'est-à-dire que oui, on sait que les choses peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sans en avoir peur, plutôt, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on peut expliquer et prendre le temps d'expliquer à l'enfant qu'est-ce que c'est l'intégrité physique, ce qui est autorisé et interdit. C'est une chose toute simple qui personne n'a le droit de te toucher à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. Personne n'a le droit de te pousser. Enfin, bon. Expliquer aussi, ça peut être que l'autre est lui-même dans sa blessure. Alors oui, c'est bien d'expliquer. Par contre, c'est bien d'expliquer aussi qu'il ne changera pas. Hein. Alors, peut-être qu'il changera, mais on ne peut pas compter dessus. Donc, vaut mieux dire qu'il ne changera pas. Et comment on peut faire avec ça? Parce que des fois, on se dit, oui, il m'a tapé, mais peut-être demain, ça sera mieux. Non, non, il ne va pas changer le gars. Hein. Alors, s'il change, tant mieux. Mais on ne peut pas compter dessus. Donc, on peut être le parent sauveur qui va intervenir auprès de l'agresseur. Ou on peut être le parent coach qui va aider l'enfant à trouver une autre façon d'agir. Alors, s'il se fait taper dessus à l'école, il peut apprendre à se défendre, par exemple. Ou on peut lui expliquer des stratégies de fuite, lui apprendre à demander de l'aide. Il n'y a pas longtemps, mon mari m'a expliqué que son enfant, quand il était jeune, il l'avait emmené dans son quartier au Maroc, d'enfance, et son fils s'est fait pousser par un autre enfant, mais vraiment violemment, et il est tombé, il s'est pris la tête sur une pierre, c'était catastrophique, et du coup, tout le monde a appelé le père pour qu'il prenne la défense de son fils, chose qu'il n'a pas faite. Il lui a dit, faut que tu apprennes à te battre tout seul. Donc, pendant 1 an, de retour en France, il a pris des cours. Et après, il a appris à se défendre dans la rue. Donc, c'est pas le genre bagarreur. Par contre, il sait se défendre. Voilà, c'est une façon de faire. Oui. Donc, mais c'est très intéressant, toutes ces façons de faire. Hein. Donc, voilà, il a, je ne sais plus s'il a pris des cours de judo ou je ne sais pas quoi, mais vraiment, il a appris à se défendre avec des vraies techniques. Alors, stratégie de fuite, de demander de l'aide, ça, c'est ma mère qui avait fait ça avec moi. À l'âge de 10 ans, je me suis retrouvée pendant 3 mois En fait, j'ai eu un déménagement sur les 3 derniers mois du CM2 et je ne voulais pas changer d'école. Donc, je me suis retrouvée avec une école banlieue est de Paris et alors qu'on habitait banlieue sud de Paris parce qu'il y avait eu une séparation avec le beau-père. On s'est retrouvés à la rue. Enfin bref, on a été hébergés par mon grand-père. Donc, je me suis retrouvée à faire 1 heure de transport en commun, donc à l'âge de 10 ans, vous voyez, donc en passant par le RER, le gros changement à Châtelet-Léal, pour ceux qui connaissent, avec vraiment le changement qui dure 10-15 minutes. Pour la ligne 11, bref, où je prenais la ligne dans son entier, de terminus à terminus. Eh bien, ma mère, elle n'a pas pu m'accompagner matin et soir à l'école. Hein. C'était juste pas possible. Elle l'a fait 1 fois pour me montrer et une 2e fois pour vérifier que j'avais bien compris le chemin. Et c'est tout.
Donc, elle a dû m'apprendre quoi faire. En fait, elle m'a expliqué qu'il y avait des hommes mal intentionnés, que si jamais je me faisais suivre, il fallait que je repère, que je surveille, et que si jamais je me faisais suivre, il fallait que je me faufile. Si j'étais toujours suivie, il fallait que je rentre dans un magasin ou que je demande de l'aide à un autre adulte, etc. Donc, elle m'avait expliqué tous les scénarios possibles. Du coup, moi, je savais quoi faire. Donc, alors, j'étais pas dans la peur, mais je savais que j'étais vigilante. Et effectivement, du coup, je me faufilais beaucoup. Je marchais 2 fois plus vite que tout le monde avec mon petit sac à dos. Et je me suis déjà fait suivre, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Mais au moins, je sais quoi faire. Voilà. Donc, et du coup, j'ai jamais eu trop de problèmes. Si, une fois, quand même, il y avait un mec qui s'était permis de mettre sa main sur ma cuisse. Donc, j'ai regardé la femme en face de moi qui n'a rien d'autre trouvé de mieux à faire que de plonger la tête dans son bouquin alors qu'elle a très bien vu ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, OK, je ne peux pas compter sur elle. Et ben, à un moment, je suis descendue du métro et je me suis cachée. Et il ne m'a pas suivi, quoi. Et après, comme je vais les autres fois, je surveillais, parce qu'il traînait là, le gars, régulièrement. Je surveillais et je le contournais, etc. Donc, il n'y a jamais eu de rien de grave parce que ma mère m'avait simplement appris comment faire. Il ne faut pas que je sois une victime. Donc, c'est important d'anticiper, de parler des choses graves, juste pour avoir conscience. Et c'est effectivement, c'est l'émotion dans laquelle vous êtes quand vous expliquez les choses qui va faire que vous transmettez des peurs ou pas. Si vous êtes calme quand vous expliquez, voilà, il y a ça qui se passe, il y a ça qui est possible, voilà comment on fait. C'est pas la même chose que oui, alors tu sais, enfin voilà. C'est l'énergie qu'on met dans les mots qui va tout changer. Il faut juste le faire de manière calme et informative. Voilà. Et peut-être pas en dire de trop non plus pour ne pas affoler l'enfant. Lui donner. Donner le mode d'emploi surtout. Oui, voilà. Évidemment, c'est en fonction de l'âge. Oui. Moi, à 10 ans, j'étais déjà un peu grande. Ouais, pas très grande quand même. Hein. Non, pas très grande quand même. Alors, je ne sais plus quel mot elle avait utilisé exactement, mais maintenant, elle ne vous laisserait pas partir toute seule. Hein? Ça serait maintenant, elle ne le ferait peut-être pas. En même temps, c'était mon choix. Elle m'avait proposé de changer d'école et je refusais parce que ça me faisait très peur de changer d'école pour 3 mois surtout. Donc, à partir du moment où c'était mon choix, j'étais prête à accepter les risques, entre guillemets. Et si, soit maintenant, elle n'aurait pas fait, j'en sais rien. Déjà, maintenant, elle m'aurait donné un téléphone portable, en fait. Donc, évidemment, c'est toujours à mettre dans le contexte. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai du mal à comprendre comment vous arrivez à vous comment dire, à remonter ou à dire cette blessure-là, elle remonte à la période prénatale ou elle remonte à une autre période. Ça, j'arrive pas à comprendre. Alors, je reviens juste avant. Là, quand on touche à la sécurité et à l'intégrité physique, la blessure est bien dans le présent. Donc, c'est bien dans le présent. Il peut y avoir aussi une insécurité et de l'agression phisique lorsque le bébé est encore in utero. Alors, la maman qui est agressée. Oui, ça existe in utero, mais il y a des gens qui sont agressés dans l'enfance qui n'ont pas vécu ça dans le ventre de leur mère. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça oui, je comprends. Donc l'origine est là. Oui. Mais il y a aussi des personnes qui vivent ça dans l'enfance et qui effectivement, en fait, on se rend compte que quelque part, ils attirent ça par leur comportement parce que déjà dans le ventre, la mère s'est fait agresser et ils ont absorbé comme une éponge la croyance que le monde extérieur est dangereux et que du coup, à chaque fois qu'ils vont dans le monde extérieur, ils ont tellement peur que du coup, ils ont un comportement qui fait que les agresseurs foncent sur eux. Ça arrive aussi. Mais c'est pas forcément. D'accord.
C'est pour ça que je dis là, les problèmes d'agression, je parle du présent, donc du moment où ça arrive. Il n'y a pas toujours, pas forcément, une origine plus lointaine. Mais si l'origine est plus lointaine, elle peut être qualifiée comme étant, quand elle a été vécue sur la période prénatale, on peut identifier, enfin, on peut la qualifier comme démarrant à ce moment-là. Oui, tout à fait. Par exemple, si à 5 ans, je me prends un coup de poing dans la figure, ça me fait mal. Voilà. Si à 5 ans, un camarade me dit « Oh, t'es vraiment nul, toi », et que moi, j'y crois parce que j'y croyais déjà. Parce que ça s'est mis en place dans la vie intra-utérine, le fait de me dire que je suis nulle. Et l'enfant qui va dire « Oh, t'es nul, toi », va juste renforcer ma croyance. Mais si j'ai eu tout l'amour de mes parents, que je sais que j'ai ma propre valeur et tout, et que l'autre en face me dit « Je suis nulle », même à 5 ans, ça ne me fait rien du tout. D'accord, ok. Alors que le coup de poing dans la figure va quand même me faire mal. Voilà. Mais alors après, peut-être que si mes parents m'ont transmis toute la sécurité, la force, etc., peut-être que je vais réagir différemment. Je ne vais pas me laisser faire. Mais de toute façon, effectivement, l'incapacité à se défendre, le fait d'être dans le figement ou de ne pas savoir réagir, on peut probablement trouver une origine plus lointaine, effectivement. D'accord. C'est la façon dont on réagit à l'agression qui peut avoir une origine. Ça dépend aussi du type d'agression. Des fois, l'agression, c'est vraiment un trauma et il n'y a pas forcément d'origine plus lointaine. Pas de façon évidente, en tout cas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors, maintenant, humiliation, dévalorisation par les parents. Alors, il y a l'humour pas drôle. Là, je repense à quelqu'un que j'avais connu, une jeune fille qui me disait que son père donc, que je connaissais, qui était vraiment très sympa, on sentait qu'il aimait ses enfants, etc. Hein. Et en fait, de son point de vue, c'était très intéressant, elle me disait qu'elle était extrêmement dévalorisée par son père. Elle me disait ça, elle avait une quinzaine d'années, hein, la jeune fille. Elle était extrêmement dévalorisée par son père qui faisait tout le temps des phrases dévalorisantes sur elle en rigolant. Donc, c'était évident qu'il ne le pensait pas. Mais sauf que c'était tellement répétitif que ça en devenait super lourd et que ça l'avait complètement dévalorisé. Parce que c'était plusieurs fois par jour, en fait. Oui. Voilà. Les phrases dévalorisantes. Pareil. T'es nul, t'arriveras à rien dans ta vie, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Bon, alors, des phrases dévalorisantes, il y en a à l'appel, hein, je ne vais pas toutes les citer. La violence, ou alors t'es grosse, hein, pareil. La violence physique, évidemment, et l'indifférence. L'indifférence, c'est presque le pire. Hein. Donc, évidemment, on est toujours dans le parent qui est dans son rôle de parent, dans sa facette parent, et l'enfant qui est dans sa facette enfant qui reçoit le jugement de valeur. Donc, c'est toujours la même chose. Hein, donc, dévalorisation, honte, injustice, colère, impuissance, culpabilité. C'est vraiment les mêmes croyances. Victime, persécuteur, c'est ma faute, je suis nulle, etc. Alors ça, on touche encore à la valeur. Donc, si l'enfant y croit, pour le coup, c'est parce que vous êtes le parent. Donc, la blessure est probablement antérieure parce que vous, en tant que parent, c'est pas nouveau que vous êtes comme ça. Et c'est aussi dans le présent. Le truc, c'est que le parent a l'autorité ultime, donc l'enfant n'a pas le droit de se défendre par rapport à ça. Alors, premier cas de figure, c'est vous. Parce que, oui, même nous, ça a pu arriver à tout le monde. À un moment donné où on n'est pas bien, on lance une phrase assassine, ça arrive. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais que j'ai élevé seul mon enfant, mon fils, pendant 5 ans. Des fois, j'avais juste envie de le balancer par la fenêtre, tellement il m'exaspérait, parce que, seul, sans le père, il était toujours avec moi. À un moment, je pète un câble, quoi. Évidemment, il appuie sur mes blessures. Bon. Et pourtant, je l'aimais de tout mon cœur, évidemment. Hein.
Donc ça peut, bien sûr, nous, en tant que parents, même si on veut bien faire les choses, même si c'est dans nos valeurs, on peut déraper. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut anticiper, identifier déjà nos émotions et trouver un autre moyen de les évacuer. Alors l'idéal, c'est de travailler sur vous, évidemment, mais en attendant, il y a d'autres moyens de les évacuer. Moi, j'avais écouté l'exemple du docteur Tal Chaleur qui expliquait la technique de l'ours. Alors, il expliquait que, par exemple, s'il y avait beaucoup de colère, on s'isolait et puis on faisait comme un ours à déchirer les trucs et tout. Enfin, déchirer, faire semblant. Alors, sinon, ce que j'avais. Bon, moi, pour moi, c'était pas une technique qui fonctionnait très bien sur moi. Par contre, j'avais lu dans le livre de John Gray, Les enfants viennent du paradis. Parce qu'il a fait Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, mais il a fait aussi Les enfants viennent du paradis. Et il expliquait que quand voilà, on était très en colère, on pouvait aller aussi prendre un arbre et se serrer contre l'arbre. Et bien ça marche vachement bien. Moi, je me suis trouvée très ridicule à le faire et de voir les gens passer qui me regardaient, mais ça détend vachement. Dans des périodes de crise par rapport à mon fils, j'ai fait ça, ça m'a calmée en fait. Hein. Ou alors, ça peut être aussi se décharger sur un canapé. À un moment, j'étais très en colère. J'avais vraiment envie de taper sur mon enfant. Moi-même, j'avais reçu des coups de martinet petites et des gifles, donc j'avais des pulsions de violence. En travaillant sur moi, évidemment, ça a complètement disparu. N'empêche que le temps que je travaille sur moi, ben, mes enfants ont grandi. Hein. Donc, heureusement, j'ai trouvé d'autres solutions avant. Mais j'étais tellement en colère que je voulais que mon enfant voie que j'étais en colère. Évidemment, c'est pas à faire. N'empêche que j'en étais là. Et ben du coup, je tapais sur le canapé plutôt que de lui taper dessus. C'était mieux quand même. Donc je tapais, je me défoulais sur un canapé et je disais oui, je suis très en colère, je suis très en colère. Bon, évidemment, ça aurait été mieux de le faire dans une autre pièce. Hein. Si vous pouvez, c'est mieux. Mais moi, à ce moment-là, je me souviens, j'avais besoin de lui montrer que j'étais en colère. Voilà. Et ben n'empêche qu'après avoir déchargé ma colère sur le coussin, sur le canapé, je me sentais mieux et j'ai pu parler tranquillement avec mon enfant. Voilà, il y a des petites astuces comme ça, alors qui ne sont pas idéales. Le mieux, c'est de plus avoir les émotions, mais bon, on reste humain, hein, donc il faut s'accepter aussi comme on est sur notre chemin, tout en sachant que, ok, je vois que j'ai un problème, faut que j'avance par rapport à ça. En attendant, je fais au mieux. Anticiper, quand l'émotion arrive, vous pouvez aussi prévenir. Ah oui, moi ça m'est arrivé encore aujourd'hui. Hein. Mes enfants, je leur dis bon là, mes enfants là, j'ai passé vraiment une mauvaise journée. Je suis sur les nerfs. Je préfère vous prévenir, me cherchez pas ce soir. Voilà. Ils disent ah ok. Du coup, ici un carreau. Voilà. Et je leur dis même si je m'énerve, c'est pas contre vous, mais là vraiment, je suis exaspérée ce soir. Voilà. On peut expliquer. Le parent aussi a ses blessures, comme tout le monde. Et en tant que parent, quand on sait avoir cette humilité de dire, bah voilà, je suis pas parfait, moi aussi, je suis dans mon enfant intérieur blessé, hein, quelque part. Moi aussi, j'ai mes émotions à traverser. Ben, on donne le message aussi que on n'est pas parfait et que donc notre enfant, s'il n'est pas parfait, c'est normal aussi. Donc ça permet de mieux s'accepter aussi. Ça donne le message qu'on peut s'accepter tel qu'on est. Et ça, pour la valorisation, c'est très bien. On peut sauver, c'est-à-dire dévier la destination de la pulsion. Alors ça, c'est ce que je vous expliquais de taper sur un canapé, par exemple. Idéalement dans une autre pièce, hein, vous avez compris. Et on peut s'auto-coacher, trouver une autre façon d'agir. Aller embrasser un arbre, par exemple. Hein. Embrasser, c'est avec les bras. Hein. Deuxième cas de figure, c'est l'autre parent. Alors, que faire si c'est l'autre parent qui est humiliant ou dévalorisant sur votre enfant? Alors déjà, vous pouvez essayer d'anticiper, communiquer avec l'autre parent. Est-ce que l'autre parent, il pète un câble parce que c'est une pulsion? Est-ce que peut-être lui-même a vécu des choses difficiles et il a tendance à ressentir une pulsion? Ou est-ce que c'est une méthode d'éducation assumée? C'est-à-dire, non, mais moi, j'élève mon enfant comme ça, c'est comme ça que j'ai été élevée, par exemple, ou au contraire. Bref, est-ce que, voilà, donc là, il y a déjà besoin de communiquer. Est-ce que c'est volontaire ou pas de sa part, en fait?
Et anticiper, si possible, mettez en place un plan qui soit OK avec l'autre parent. C'est-à-dire, OK, bon, ben, quand tu es en colère comme ça, est-ce que je peux t'aider? Parce que peut-être que l'autre parent va dire, bah oui, il m'exaspère, j'en peux plus, il me fait péter un câble, mon enfant, enfin notre enfant. Et du coup, bah voilà, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux me faire un signe, comme quoi, comme ça, moi je le gère, etc. Donc on peut mettre des plans en place. Il faut déjà évidemment accepter l'autre dans son émotion, l'autre parent, et s'il est OK, hein, trouver une solution. Donc vous l'impliquez dans la recherche d'une solution. Donc vous pouvez expliquer à votre enfant, parce que ça peut être après coup aussi, hein, on ne peut pas toujours anticiper, que ben, l'autre parent aussi a ses blessures, comme tout le monde, donc ça rejoint l'humanité, comme quand c'est vous. Sauver, donc être le sauveur de votre enfant, c'est-à-dire assurer la protection de votre enfant par rapport à l'autre parent, parce que c'est votre responsabilité. Sinon, vous devenez le persécuteur en cautionnant. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne, il y a le client qui remonte dans son enfance, qui va exprimer une grande colère vis-à-vis du parent qui l'a maltraité un peu ou beaucoup, hein, maltraité. Mais après, il exprime aussi sa colère contre le parent qui ne l'a pas protégé. Et ça, la colère est pas aussi forte, mais c'est pas loin. Donc, quand vous ne protégez pas votre enfant, il risque de vous en vouloir aussi. Alors, pas toujours, hein, mais des fois, l'enfant sent bien que l'autre parent ne peut pas faire grand-chose, que c'est vraiment le parent qui est humiliant ou dévalorisant qui est comme ça. Mais voilà, essayer de trouver des solutions ou de le coacher, de mettre en place des stratégies avec l'enfant acceptables pour lui. C'est-à-dire que l'enfant, lui, n'a pas forcément toutes les idées de ce qu'il peut faire. Il peut peut-être l'enfant anticiper. Alors, si c'est possible, hein, parce que des fois, il y a des parents qui pètent un câble sans prévenir. Donc, des choses qui ne sont pas possibles d'anticiper, mais il y a parfois des choses qui sont possibles d'anticiper. Ou alors, quand le parent réagit comme ça, ah bah, va t'enfermer dans ta chambre ou viens te mettre dans mes bras, ou enfin, je sais pas, hein, ce qui est possible en fonction des circonstances. Troisième cas de figure, c'est le beau-parent. Là, dans le cas des familles recomposées. Donc, c'est pareil. Là, anticipez, communiquez avec votre conjoint et rappelez-lui gentiment que c'est vous le parent. Identifiez le problème. Alors, probablement que si c'est le beau-parent qui pète un câble, c'est parce que. Alors, qui pète un câble ou pas forcément, c'est pas forcément sous la colère, hein, mais qui est dévalorisant. Donc, identifier le problème, souvent, c'est qu'il y a un manque de respect qui est vécu par le beau-parent. Et mettez en place des stratégies qui prennent en compte ces blessures. C'est-à-dire qu'il faut toujours, quand on anticipe, il faut toujours s'appuyer sur l'amour. On veut quand même que les choses se passent bien au final. Donc, s'il y a de l'amour, en général, l'autre est d'accord pour trouver une solution ensemble. Expliquez aussi à votre enfant que le beau-parent aussi a ses blessures, comme tout le monde, évidemment. Donc, ça, j'ai mis le petit personnage qui fait du yoga, là, enfin de la méditation, parce que c'était le petit symbole de celui qui est adulte, qui prend du recul et qui analyse les choses. Sauver, donc assurer la protection de votre enfant. Alors ça, c'est vraiment votre responsabilité, surtout vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas son parent. Sinon, vous devenez persécuteur en cautionnant. Le fait de ne pas agir cautionne. Et coachez votre enfant, pareil, mettez en place des stratégies acceptables pour l'enfant, surtout pour les fois où vous n'êtes pas là. Quand vous êtes là, vous devez vraiment agir, hein. Ça, vous ne devez pas laisser le beau-parent faire, dans la mesure du possible, toujours. Mais c'est surtout quand vous n'êtes pas là, il faut vraiment mettre en place des stratégies. Est-ce que vous avez des questions? Donc, par rapport à l'humiliation, la dévalorisation par le parent ou le beau-parent. Non, pas pour moi. D'accord. Est-ce que deux personnes ont des questions? Ok.
Alors, abandon, isolement, indifférence. Alors, ça peut être de la part des parents et c'est souvent une séparation. Non, c'est pas ça peut être de la part des parents, c'est de la part des parents. L'abandon, c'est forcément de la part des parents. Donc, c'est en général une séparation sans explication. Par exemple, couveuse, par exemple, laisser pleurer la nuit. Alors, je ne parle pas de laisser pleurer 10 minutes. Hein. Il y a des personnes qui. Je me rappelle une cliente il n'y a pas longtemps, elle m'expliquait que sa mère l'avait laissé, quand elle était rentrée de la maternité, elle l'avait laissé pleurer donc dans un abri de jardin toute la nuit. Voilà. Comme ça, elle pouvait dormir tranquille, la maman. Et hospitalisation. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est une séparation involontaire si soit l'enfant est hospitalisé, soit le parent est hospitalisé. Donc, le parent qui devrait s'occuper d'eux, mais qui ne le fait pas, fait que l'enfant est dans l'attente de recevoir. Vous vous rappelez, on est dans la position enfant aussi quand on est dans l'attente et qu'on ne reçoit pas. Donc là, donc abandon, ça peut être aussi, moi par exemple, j'ai pas vu ma mère pendant 2 ans et demi, de mes 2 ans et demi à mes 5 ans. Parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de moi et elle m'avait laissée chez mon père. Donc, elle ne m'a pas abandonnée puisque j'étais chez mon père. Mais c'est quand même une blessure d'abandon parce que pendant 2 ans et demi, je ne l'ai pas vue. Donc, ça entraîne une dévalorisation assez extrême. Je ne compte pas, je n'ai pas assez de valeur pour que tu t'intéresses à moi. Ça engendre aussi de l'insécurité. Est-ce que je dois me débrouiller tout seul? Je ne peux pas compter sur l'autre. Trahison, colère, j'ai besoin de toi et tu ne joues pas ton rôle. Et ça peut être aussi la culpabilité, c'est ma faute, je suis mauvais, je ne mérite pas. Donc, c'est pas forcément tout, hein, mais la culpabilité, elle n'est pas forcément là. Mais en général, la trahison, la colère, oui, mais c'est assez enfoui. L'insécurité et alors la dévalorisation toujours, hein, et l'insécurité souvent. Voilà. Donc, effectivement, là, pour le coup, l'enfant, il est victime. Hein, il est blessé, impuissant, il subit, il ne peut rien faire d'autre. Puisque le parent n'est pas là, donc on ne peut vraiment rien faire. Donc là, on touche à la sécurité. L'enfant est réellement en danger, il n'a pas les ressources pour se protéger lui-même. Donc la blessure se met en place à ce moment-là. Donc ça entraîne des stratégies de survie. Alors, l'abandon, l'isolement, donc c'est tellement fort que c'est tellement douloureux qu'en général, non, c'est 100% des cas que j'ai accompagnés, coupure des émotions, déni de ses besoins. Alors, avantage, c'est l'autonomie, je dois être fort, me débrouiller seul, ne jamais compter sur les autres. Donc ça développe l'autonomie à fond. Le problème, c'est que l'enfant ne reçoit pas d'énergie et donc ça installe le lit de la dépression. Comme j'ai expliqué, hein, quand on ne reçoit pas d'énergie, on est fatigué, on ne reçoit pas l'énergie de nos parents. Et la croyance, c'est que le lien est coupé, donc c'est toujours très difficile de créer le lien avec les autres ou de le sentir. Les mots libérateurs, donc évidemment anticiper, éviter de longues séparations. Alors le côté longue, évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant. Une absence d'une semaine pour un bébé qui vient de naître, c'est pas la même chose qu'une absence même de 3 semaines pour un ado de 15 ans. Hein. Donc le parent est irremplaçable. Par exemple, mon père, lui, à ma naissance, il est parti en se disant que ma mère, peut-être elle allait, parce qu'ils se sont séparés avant ma naissance, peut-être qu'elle allait refaire sa vie, trouver un autre homme, et il ne voulait pas trop s'interférer. Il se dirait que cet autre homme, probablement, m'élèverait. Mais c'est parce qu'il n'était pas au courant qu'un parent est irremplaçable. Le père, c'est le père, celui qui vient élever l'enfant. C'est pas le père, voilà, tout simplement. Même s'il est merveilleux, la blessure d'abandon, elle est là. Expliquer que si je dois me séparer de toi, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec ta valeur, tu comptes énormément pour moi. Et reprendre le rôle de parent. Le lien est toujours là, je t'aime, je vais revenir et entretenir le contact.
Sinon, on peut expliquer aussi le parent a ses blessures, il reproduit son histoire, parce qu'évidemment, quand il y a des séparations comme ça, il y a souvent du transgénérationnel quand même. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction de quelque chose. Et maintenir le lien, même si ça remue les émotions, même si ça fait mal, mettre en place des rituels même à distance. Alors, par exemple, pendant mes 2 ans et demi à 5 ans où j'ai pas vu ma mère, il n'y avait pas de contact téléphonique. Pourquoi? Parce que ça faisait trop mal. Eh ben, il aurait mieux valu. Parce qu'au moins, ça aurait maintenu le lien. Parce que moi, quand j'ai revu ma mère à 5 ans, je ne l'ai pas reconnue. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, je me suis dit, OK, on me dit que c'est ma mère, mais qui c'est quoi? Donc, le lien était vraiment coupé. Donc, même si ça fait mal, même s'il y a des larmes, même si c'est important de maintenir le lien. Voilà, ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Et mettre en place des rituels même à distance. Alors, exemple de rituel, tiens, regarde, je te donne ce petit foulard ou ce petit nounours et puis à chaque fois que tu te coucheras, et ben, tu penseras que je suis en train de te dire je t'aime. Enfin voilà, c'est un exemple de rituel. Si l'enfant est hospitalisé, par exemple, et pas dans la même ville, hein, évidemment, sinon tout le temps. Mais après, c'est pas toujours possible. Donc, vous voyez, c'est mettre des rituels où quand tu regarderas les étoiles, tu penseras que. Enfin, bref, peu importe, c'est un rituel qui sera particulier entre le parent et son enfant, qui va permettre de maintenir le lien même si on ne peut pas se voir. Bon, alors évidemment, maintenant, avec les téléphones portables, c'est moins un problème, mais il y a quand même ce réflexe, ah, on ne va pas le faire parce que l'enfant, il est triste après. Oui, mais il vaut mieux qu'il soit triste après et qu'il y ait du lien quand même, plutôt que de ne pas maintenir. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci. C'est très clair, bon, tant mieux. Inversion des rôles, je vois qu'il est 10 heures. Est-ce qu'on peut prendre 10 minutes de plus? Bon, je les prends de toute façon, si vous devez partir, vous pouvez quitter. C'est plus très long. Hein. Alors, l'inversion des rôles, l'inquiétude pour le parent, c'est-à-dire que le petit garçon, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un petit garçon, il est dans le rôle du parent, donc il est dans son côté sauveur, donc empathique, dans un rôle valorisant, il s'oublie pour l'autre. Et imaginons la maman qui, elle, est dans le rôle de l'enfant ou de la victime, donc blessée, impuissante, elle subit. Donc le petit garçon dans le rôle de l'adulte et la maman dans le rôle de l'enfant. Voilà. Donc, par exemple, la mère est malade et alitée pendant un certain temps. Donc, l'enfant voit son parent sans ressources. Il se dit, ma mère est faible, par exemple. Donc, ça le valorise. Hein. Je suis plus fort que mon parent, mais il se sacrifie. Je mets toute mon énergie pour l'aider. Comme ma mère est alitée, je vais essayer de faire des choses à sa place. Puis d'ailleurs, peut-être que la maman lui demande d'ailleurs. Hein. Je vais m'occuper de mon petit frère et de ma petite sœur. Je vais peut-être. Enfin voilà, il va vraiment mettre toute son énergie. Il va carrément s'oublier. Sauf que c'est jamais assez. Il faut toujours faire plus. Donc, ça entraîne aussi de la dévalorisation et même de la culpabilité parce que c'est ma faute. Ah, il y a une petite faute. C'est ma faute si je n'y arrive pas. Voilà, donc là, j'ai pris l'exemple d'une mère alitée parce que c'est flagrant, mais c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui voit que son parent est un peu malheureux et avec tout son amour, il l'aide, il veut le soulager, il veut lui apporter du réconfort. Et comme j'essaie de l'aider, mais je n'y arrive pas, ça met aussi dans un sentiment d'impuissance. Alors ça, on touche à la valeur. Donc, si l'enfant croit qu'il est plus fort que son parent, c'est que cette croyance s'est mise en place bien avant l'enfance. Heureusement, l'enfant reste malléable, donc on va pouvoir quand même installer une nouvelle croyance. Donc, trouver les mots libérateurs. Ça va être aider la maman à reprendre son rôle de parent.
La maman ou le papa, évidemment. Hein. Vous avez compris que quand j'ai homme-femme ou petite fille, petit garçon, c'est exactement la même chose. Et ce qui va permettre à l'enfant de reprendre son rôle d'enfant. Donc, rassurez, tu sais, même si je ne suis pas bien en ce moment, je suis grand, j'ai les ressources, je sais que je vais m'en sortir, c'est mon épreuve et c'est à moi de la dépasser. Ça peut être aussi le parent qui vit un deuil. Il vient de perdre son frère, son parent, etc. Dire à l'enfant, écoute, oui, tu me vois là en larmes, tu me vois pas bien du tout, mais t'inquiète pas, c'est juste une épreuve, je vais y arriver. Il faut juste me laisser du temps. Mais simplement le verbaliser à l'enfant, que l'enfant s'inquiète pas. Expliquer, ah oui, c'est ce que je viens de dire. Même si je suis mal, tu es plus petit que moi, tu ne peux rien faire pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que tu vives ta vie. Et c'est ça qui m'aide et qui me fait plaisir. On peut rationaliser aussi. Tu sais, c'est moi qui t'ai donné la vie, c'est moi qui te nourris, j'assure ta sécurité, tu as un toit sur la tête, je te donne à manger, etc. J'ai beaucoup plus d'expérience que toi, je gère. Éventuellement, lui donner des petites tâches qu'il peut réaliser facilement pour se sentir utile. Si on a un enfant qui est très sauveur déjà naturellement, c'est pas parce que vous allez lui dire ça que tout d'un coup ça va tout supprimer. Ça va l'aider hein, par contre. Hein. Mais s'il a vraiment envie de faire quelque chose et qu'il a besoin, ça peut être ah ben ça me ferait plaisir que tu ailles me chercher un verre d'eau. Voilà, mais des petites choses simples qui vont pas l'empêcher de vivre son insouciance, vous voyez. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je passe à la suite. Inversion des rôles, attente du parent. Alors, les attentes du parent, le plus dur, c'est de se rendre compte qu'en tant que parent, on est plein d'attentes vis-à-vis de nos enfants. Essayez déjà d'identifier à chaque fois que vous êtes déçu par votre enfant. Et franchement, vous allez voir qu'on a tous des attentes vis-à-vis de nos enfants. Réussite scolaire, que notre enfant soit bien élevé, voire parfait, la fierté des parents. Ça peut être au niveau des performances sportives. Ça peut être, par exemple, qu'une petite fille soit jolie, apprêtée. Ça peut être le métier. Il faut absolument que mon enfant reprenne la ferme ou que mon fils soit médecin comme son père. Ça peut être l'aîné qui doit être un modèle pour la fratrie. Ça aussi, c'est une attente. Ça peut être l'attente d'être du sexe opposé. Alors, ça, c'est rarement dès l'enfance en général, c'est évidemment dans la vie intra-utérine que ça se met en place, ça, même pour le parent. Même des fois avant même d'avoir conçu l'enfant. L'attente du parent aussi, s'il n'a pas vraiment voulu cet enfant, ça peut être que cet enfant ne prenne pas trop de place. Ou ça peut être, j'aimerais que mon enfant réalise ce que moi, j'ai pas pu réaliser. Par exemple, j'ai pas pu faire d'études, je veux absolument que mon enfant fasse des études. Ou moi, par exemple, en tant que femme, j'ai pas pu travailler, j'ai dépendu de mon mari qui était violent et que je pouvais rien faire parce que j'avais pas de travail. Je veux absolument que ma fille, elle soit indépendante. Alors, je dis pas que c'est mauvais en soi, je dis juste que c'est une attente du parent. L'amour, les câlins. Oh là là, je veux que mon enfant me donne des câlins. Donc, l'enfant ne peut pas être lui-même. Alors, donc là, on a le petit garçon encore dans le rôle du parent, dans le rôle du sauveur, et la maman dans le rôle de l'enfant, de la victime. C'est-à-dire que du coup, l'enfant qui sent cette attente de ses parents, donc qui est en quelque sorte missionné, il porte un poids qui ne lui appartient pas, ça fait une charge mentale et c'est épuisant. Donc l'enfant, il donne à son parent sa valeur pour être aimé. Et c'est jamais assez, donc il peut y avoir une culpabilité parce que je suis pas assez bien pour répondre à l'attente de mon parent. Et il n'y a pas vraiment d'insouciance. Je cherche un exemple. Oui, vous savez, par exemple, le petit garçon qui va chercher la fierté de son père, et son père, il est fier parce qu'il va faire le même métier que lui, par exemple.
Et le parent, lui, il est dans « j'attends que tu me donnes ma valeur, sinon à cause de toi, je suis malheureux ». C'est ça le message. Par exemple, « oh là là, tu me fais honte ». Alors, tu me fais honte, c'est quoi le message? Ça veut dire que moi, en tant que parent, ma valeur dépend de toi, ce que tu fais. Donc, vous voyez le biais qu'il y a là. Non, ma valeur en tant que parent ne doit pas dépendre de ce que font mes enfants. C'est donner un poids à l'enfant qui n'est pas juste. Et en fait, cette valeur en tant que parent, on ne l'a pas parce que on a manqué de nos parents. Donc, on fait peur. En fait, en gros, on a besoin de se sentir fier. Et du coup, on attend de notre enfant qu'il nous rende fiers grâce à ce qu'il fait. Alors que cette fierté, on l'attend de nos parents en réalité. D'accord. Et donc, c'est un amour conditionnel. Je t'aime à condition que tu fasses ce que j'attends de toi. Donc, évidemment, il y a des degrés d'intensité comme d'habitude. Hein. Des fois, on a des grosses attentes. Des fois, on a des toutes petites attentes sur des petits détails. Mais en fait, si on creuse, même sur les petits détails, en général, il y a quelque chose de plus profond. Hein. Alors, là, on touche encore une fois à la valeur. Et si l'enfant croit qu'il doit se sacrifier pour être aimé de son parent, c'est que cette croyance est antérieure à l'enfance. Donc, ce sont en fait des projections parentales qui sont mises en place dès la grossesse. Et ça peut être, j'en avais une ce matin, là, elle vient me voir pour un manque de confiance. Une jeune fille, je ne sais plus, elle a 22, 25 ans, je sais plus. Manque de confiance. Et puis en fait, en creusant un petit peu, on se rend compte que c'est notamment parce que son copain lui a dit à un moment qu'elle avait une sale tête sur une photo parce que elle était dans la nature, à la sauvage, enfin bref, à l'étranger. Et depuis ça, elle a perdu confiance en elle, etc. Et puis même petite, elle me raconte que quand sa mère était enceinte, à un moment, ils ont annoncé à elle et sa grande sœur que c'était un garçon. Elle a couru dans les bras de son père pour se cacher et elle a déclenché une pelade jusqu'à devoir porter une perruque. Quelques années plus tard, ça a été progressif. Et en fait, en creusant un peu, on a compris que ses parents avaient préféré un garçon pour elle. On l'a compris parce qu'ils étaient tellement contents d'avoir un garçon. Et comme elle est la deuxième fille, du coup, on s'est dit que sûrement les parents, dès la deuxième, auraient voulu un garçon parce qu'ils avaient déjà une première fille. Et tout d'un coup, elle me dit, mais oui, c'est vrai, d'ailleurs, j'ai toujours été garçon manqué, d'ailleurs, je voulais pas avoir de poitrine, d'ailleurs, voilà, il y a tout. Donc, et pourtant, ses parents sont super contents d'avoir une deuxième fille. Mais il a fallu qu'à un moment donné, quand elle était embryon, elle a perçu que ses parents attendaient un petit garçon. Ils auraient préféré un petit garçon, même si quand ils ont appris que c'était une petite fille, peut-être qu'ils ont été super contents d'avoir une petite fille, mais elle, en tant qu'embryon, elle avait capté ça en fait. Voilà. Donc évidemment, c'est des choses qui se libèrent hein, assez facilement, mais voilà, c'est des projections parentales dès la grossesse. Dès la grossesse, le médecin il est en train de se dire, j'espère que ce sera un fils et qu'il sera médecin comme moi. Vous voyez. Donc heureusement, l'enfant reste malléable et on va pouvoir installer une nouvelle croyance. Donc la maman, par exemple, hein, reprend son rôle de parent. Comme ça, l'enfant reprend son rôle d'enfant. Donc, on peut s'analyser déjà. J'attends de mon enfant ce que je n'ai pas reçu de mes parents. Donc déjà, je vais m'occuper de mon enfant intérieur. Et comme ça va alléger mon enfant après. Faire preuve d'humilité. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que mon enfant soit heureux. Tout ce que je fais, c'est pour qu'il le soit. Mais je suis aveuglée par mes propres croyances. J'ai plus d'expérience. Par exemple, moi, j'ai été, comme je vous ai expliqué, alors c'est pas mon cas, hein, je donne un cas factice. J'ai été battue par mon mari et j'ai pas pu fuir de la maison parce que je n'avais pas fait d'études et je me disais que j'avais pas les moyens de trouver un travail. Et je veux que ma fille soit indépendante, mais peut-être que ma fille, elle, c'est pas ça qu'elle veut et c'est peut-être pas ça dont elle a besoin en réalité. Moi, avec mon histoire, je crois que pour être heureuse, il faut être indépendante. Et c'est mon expérience, mais peut-être qu'elle a besoin de vivre son expérience à elle. Et qu'en fait, elle peut être
Peut-être peut-elle être heureuse d'une autre façon. Vous voyez, peut-être qu'elle, elle peut être très heureuse sans faire d'études parce que finalement, elle veut être, je sais pas, elle veut un métier qui ne s'apprend pas dans les études, je ne sais pas. Hein. Donc, en fait, on peut être heureux d'une autre façon que ce que le parent pense. Et coaché, je lui fais confiance, il trouvera les ressources en lui pour rebondir si nécessaire, et je suis là pour l'accompagner et l'aider à trouver sa propre voie. Voilà, ça c'est l'exemple, par exemple, professionnel. Je veux que mon enfant, j'ai souffert de la pauvreté, je veux que mon enfant gagne beaucoup d'argent. Oui, bah, peut-être que l'enfant, lui, il trouvera une autre façon de gagner de l'argent que ce que pense le parent nécessaire pour gagner de l'argent. Le parent va, par exemple, se dire, pour gagner de l'argent, il faut avoir fait beaucoup d'études. Ben, ça se trouve, il ne va pas faire beaucoup d'études, il va passer un CAP de plombier et finalement, il va être très riche quand même. Donc, voilà, c'est pas parce que le parent croit qu'on peut être heureux que comme ça que c'est forcément le cas. Donc, lâcher prise, un enfant apprend automatiquement quand c'est nécessaire pour lui. Exemple de la pédagogie Freinet, active et participative. La pédagogie Freinet, c'est par exemple, bon, je ne suis pas spécialiste de cette pédagogie, mais c'est par exemple, tiens, j'ai besoin de transmettre une information, donc je vais faire un journal. Pour faire un journal, il faut que j'apprenne à faire, à utiliser des lettres d'imprimerie. Il faut que j'apprenne. Donc, en fait, on va apprendre parce qu'on a besoin pour faire quelque chose qu'on a envie de faire. Et donc, à ce moment-là, l'apprentissage se fait tout seul. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Tout ce qui touche à la valeur, si j'ai bien compris, hein, tout ce qui Oui. touche à la valeur, c'est quelque chose que l'on peut, qui va se situer plus dans l'anténatal, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Et la sécurité, c'est plus l'instant présent. Oui, oui, la sécurité, ça peut être les deux. Mais on peut régler ça dans l'instant présent. Alors la sécurité, oui, quand on est face à une agression. Mais par contre, l'insécurité, des fois, on peut porter dès le ventre de notre mère les peurs de nos parents. Les peurs financières, les peurs physiques, tout un tas de peurs. Comme on est une éponge, on peut absorber ça aussi. D'accord. Les peurs, on les absorbe. Mais par contre, comment réagir en cas d'humiliation, d'agression, ça, on peut quand même si les peurs sont là, l'enfant, il est malléable, c'est ça on peut quand même réagir. Mais oui, il y a quand même beaucoup de choses. Comme je disais, c'est 80% qui vient du prénatal. 80%, c'est énorme. C'est énorme, hein, oui. Mmh. Mm. Est-ce que vous avez identifié d'autres blessures qui m'auraient échappé? Est-ce qu'il y a d'autres blessures qui pour vous sont évidentes, que peut-être vous avez vécues ou que vous avez vu un enfant qui l'a vécu et que j'aurais pas cité? Non? Bon, si ça vous vient, vous me direz, puis je pourrai compléter la prochaine fois. D'accord? Oui, Et d'accord. la prochaine fois, on va voir la naissance, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de la naissance aussi. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je prends quand même 2-3 questions s'il y en a. Sinon, vous les noterez, vous pourrez me les poser la prochaine fois. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que c'était clair aujourd'hui? Oui, ça va un peu vite, mais c'est clair, mais ça va un peu vite. Ah, ça va un peu vite. D'accord. D'accord. Ça aurait besoin d'être plus développé, quoi, je pense. Euh, Par exemple, Bah, il faut prendre le temps de tout relire. Là, maintenant, je vais relire d'accord. pour pouvoir mettre ça en tête. Mais Ouais. Oui, et puis je vais vous donner le PDF aussi, comme d'habitude. d'accord. Très bien. Ok, très bien. Donc, normalement, ce week-end, vous l'aurez, le PDF. Enfin, le PDF, je peux même l'envoyer plus rapidement. Mais en tout cas, mais bon, en général, je mets dans le même mail. Ça va si j'envoie ce week-end? Oui, Oui? pour moi, ça me va, oui. D'accord.
Très bien. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée, enfin, bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour aborder la naissance. Très bien, merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir.